Bonjour à toutes et à tous. Le thème d'aujourd'hui, les échecs et leur impact sur la performance. Et un exemple tout récent, avant-hier, on est aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina et un Norvégien, skieur, slalomeur, gagne la première manche avec une avance confortable. Il attaque sa deuxième manche et le podium est tout près, la première place aussi, et il enfourche au bout de 3 portes. Et là, de dépit, il jette ses bâtons, il déchausse, il part en marchant, il traverse la piste, marche dans la poudreuse et s'effondre dedans, de désespoir. Il dira plus tard, un des moments les plus difficiles de ma vie. Voilà, un échec. C'est intéressant de voir comment il va se remonter et puis pour la saison, parce qu'il est quand même en tête du classement final de la Coupe du Monde. Donc voilà un échec et effectivement l'échec il est inhérent au sport de compétition, mais il se dit aussi que c'est un bon moyen de progresser, c'est un bon moyen d'atteindre le sommet, de gagner. Donc on va répondre à ces problématiques tout de suite avec ce focus. Donc le focus, c'est le petit frère des lives qu'on a eu l'habitude d'organiser, un format plus court, 30 minutes, avec moins d'invités et avec 30 minutes de questions-réponses après, à suivre. Et donc pour répondre à ces problématiques, 3 intervenants que je vais présenter. Julie Jean. Bonjour Julie. Bonjour Pierre. Psychologue du sport. Jocelyn. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Jocelyn Trion, entraîneur national de volley au pôle France Creps de Montpellier. Et Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour. Fabien, ex-entraîneur national de planche à voile. Et actuellement, on peut le dire, tu es accompagnateur de la performance à la Fédération française de voile. Voilà. Donc, on va tout de suite poser la question et donner la parole à Jocelyn parce que tu as un exemple récent de spirale d'échec pour une équipe de volley. Tu peux nous exposer ça? Oui, tout à fait. Ça fait partie de nos échanges quand on a évoqué des sujets pour ce focus. Nous, au Pôle France, on évolue dans 2 championnats différents, dont un qui est la 2e division professionnelle, qui est un niveau assez élevé, voire un petit peu trop élevé pour notre équipe. Et donc, fatalement, dans une saison, on gagne très peu de matchs. Et cette année particulièrement, depuis le mois de septembre, on a enchaîné vraiment beaucoup de défaites. Et on s'est aperçu aux alentours, enfin en arrivant proche des vacances de Noël, que ça générait chez les joueurs un sentiment de frustration, de la démotivation, parfois même de la colère. Et voilà, comment rebondir dans cette spirale négative que tu évoquais, Pierre, quand les athlètes qui s'entraînent durent tous les jours, 3 heures tous les jours, et bien, tous les week-ends sont confrontés à ce type d'événements. Ils n'ont pas forcément l'habitude en plus. Donc voilà, comment on construit autour de cet enchaînement de défaites. Ok. Julie, tu pourrais nous donner un éclairage de ce qui se passe dans ces moments, dans leur tête là, et puis dans la tête aussi des entraîneurs, sûrement. Oui, les deux, c'est important. Oui, parce qu'en fait, être battu, c'est un événement objectif. Rationnellement, dans cette situation-là, ils sont sur un championnat qui est trop dur pour eux, on va dire, c'est un peu le principe. Donc le fait qu'ils doivent faire face à des échecs, c'est assez normal. Donc on pourrait se dire que c'est pas grave d'échouer dans cette situation-là. Mais on est des êtres humains, donc on va apporter du sens à cette question de l'échec. Et c'est dans notre nature de faire comme ça. On est tous de cette manière-là à interpréter les échecs. Et au-delà de l'expérience qui est jamais agréable émotionnellement de toute façon, mais on va venir interpréter quelque chose et notre échec va nous dire quelque chose de nous. Et c'est là que ça devient compliqué. On construit du sens, on construit de la valeur, on construit une représentation de soi. Et c'est là qu'on a beaucoup de marge dans cette construction. Alors on a de la marge en tant qu'individu chacun, on a de la marge quand on est entraîneur, dans ce qu'on va aider à faire.
on a de la marge aussi quand on est psychologue ou accompagnateur et qu'on travaille avec les sportifs, et on a tout un travail possible à faire. Mais ce qui est important de se dire, c'est que en tout cas, l'échec, il provoque ça, et donc il faut en tenir compte et il faut le prendre en charge. Et typiquement, là, effectivement, il y a sûrement quelque chose à faire. On en reparlera plus tard. On va en reparler plus tard, mais je voudrais passer la parole à Fabien, puisque Fabien, sport individuel par rapport au sport collectif, c'est la même chose. On a quand même des échecs aussi. On voit. C'est ça. Oui, normalement. Ouais. Oui. Il y en a. Tu pourrais nous Et puis, donner. il y a différents facteurs, puisque l'échec, il y a des sports plus des habiletés fermées, la voile, on ne sait pas ce que sera la météo, le niveau des adversaires, il y a plein de paramètres dont on ne connaît pas sur la performance. Et j'ai un cas d'un athlète qui, nous, sur la saison, finalement, tout se joue sur une échéance. C'est le championnat du monde. Au championnat du monde, si on réussit donc les quotas, du coup, on a tout un système qui se met en place, on va dire comme ça, par la fédération, par aussi les partenaires. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et quand on réussit pas le quota, c'est ce qui s'est passé pour cet athlète qui se prépare pour réussir. Se passe justement tout ce système de pression qu'il y a sur lui, tout s'écroule. Il a l'impression, voilà, que sa vie un peu s'écroule. L'athlète l'exprime de cette manière. Et avec cette pression, du coup, s'enchaîne un manque de confiance. Est-ce que je suis capable de ce que je me fixe? Est-ce que je vois pas trop grand? Et du coup, ça remet tout en question, presque des fois à l'arrêt, à déjà penser, à se dire mais est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie de ce que je suis en train de faire? Alors que cet athlète, il a déjà brillé, il a déjà un potentiel qui est bien là. Et donc ça montre l'impact et la puissance que peut avoir l'échec sur n'importe lequel d'entre nous. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'un éclairage par rapport à cette impression de tout s'écroule, quoi? Oui, tout à fait. Alors, sur cette question-là, on va aller sur les remédiations possibles de l'entraîneur, mais sur le tout s'écroule, il y a déjà un travail qui est quelque chose qu'on fait très souvent en psychologie, en accompagnement, en préparation mentale, qui est vraiment la question de comment on se situe dans son évaluation de soi-même, de la valeur qu'on s'accorde. Il y a vraiment un travail à faire sur, là, tu as réussi, tu te sens le meilleur du monde. Là, tu viens de te planter, tu te sens en dessous de tout. Est-ce que ta valeur, ta compétence, elle oscille comme ça? Est-ce que c'est là que tu t'évalues? Est-ce que ta compétence, c'est pas un truc beaucoup plus stable, alors qu'il y a des aléas, mais qui est quand même stable? Et qu'est-ce que tu te donnes comme repère pour savoir à quel point tu es compétent et où tu te situes? Et puis, si tu t'intéresses aux champions que tu admires, par exemple, eux, est-ce qu'ils ont eu des gros échecs dans leur évolution? Et quand bon, évidemment, ça arrive à tous les champions de se planter. Et quand ça leur est arrivé, est-ce que toi, tout à coup, tu les as trouvés nuls? Évidemment, donc voilà. Avoir cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que se sentir fort, se sentir compétent, et le lien que ça a avec les situations qu'on rencontre. Et de manière plus large et plus centrée sur la question de l'entraînement, on sait que, par exemple, développer une motivation très autodéterminée, ça aide à faire face aux situations d'échec. On sait aussi que valoriser des climats de maîtrise, c'est-à-dire centré sur l'évolution des compétences, non pas battre les autres, ça aide aussi. Et on sait que de travailler avec des objectifs contrôlables, qu'on maîtrise soi, donc justement pas le résultat, c'est des moyens de bien fonctionner. Et au niveau des remédiations pertinentes, il y a ce qu'on appelle le recadrage cognitif. Ça veut dire qu'il y a eu un échec, je vais le lire moi en mode en fait on est nul, on n'est pas à la hauteur, on est en dessous de voilà. En plus peut-être qu'on a été très bon il n'y a pas très longtemps, peut-être qu'on a des jolis titres, donc on voudrait que tout le monde le sache et on voudrait briller, et donc là on se sent nul. Et ce qu'on appelle le recadrage cognitif, c'est vraiment le fait de, par rapport à une situation d'échec, de se dire quel est le constat précis, objectif qu'on a à faire dans cette situation-là. En fait,
quand on est dans beaucoup d'adversité, parce que les autres sont meilleurs, hein, c'est le cas, ben, on a du mal finalement à s'organiser, on a du mal à trouver notre jeu, on a du mal à trouver notre place. Donc ça ne veut pas dire qu'on est nul, ça veut dire qu'on a quelque chose à apprendre dans cette situation. Donc transformer la situation d'échec à juste j'ai quelque chose à apprendre. Et ensuite se dire bon, j'ai quelque chose à apprendre, mais dans ces conditions-là, qu'est-ce que je suis capable de reprendre en main, ma marge sur quelque chose de très contrôlable, de très simple. Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, ben, la prochaine fois, à quoi je vais m'attacher de simple, de contrôlable, c'est-à-dire qui ne va pas dépendre de ce que font les autres, et sur lequel je peux ensuite mettre en place un petit pas, une petite progression. Parce que donc ça veut dire que suite à un échec aussi, l'entraîneur, et on va voir avec ce que tu as mis en place, tu ressors aussi les points positifs qui sont pas liés, enfin, qui sont liés au résultat, mais qui ont été quand même soit de la progression, soit de relever les petits points quand même qui ont été bons. Parce qu'en général, l'athlète, il met tout dans un sac, il balance le sac, et puis, et puis ça met de la pression sur la prochaine compète. Mais alors, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour rebondir par rapport à cette situation? Du coup, ce que j'aime en tout cas dire par rapport à ces situations, c'est que c'est souvent une manière de penser, une manière de voir le monde aussi. Donc ça s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on apprend dès le plus jeune âge. Sur le plus jeune âge, on apprend à visualiser ce qui est négatif, les corrections, ce qui ne va pas. Et si on se rend compte ce qu'on est en train de dire, c'est que, ok, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation. Et donc c'est une manière aussi de travailler sa manière de parler, avec des phrases positives, de voir comment un échec, je peux en faire une opportunité, que ce soit un moment finalement qui déclenche quelque chose. Chez cet athlète, finalement, on se rend compte qu'après le travail, il s'est rendu compte que c'était une opportunité pour lui d'aller dans le bon sens, de trouver les bonnes personnes, de construire son réseau pour être encore plus performant l'année d'après. Petite remise en cause. C'est une remise en cause, c'est forcément voilà, positive en disant mais là finalement j'étais peut-être dans un cycle avec un système qui m'allait bien, c'était confortable, mais il ne générait pas la performance que je souhaitais. Et donc du coup ça vient casser ça. La question c'est que s'il reste bloqué sur l'obstacle, en se disant avec des phrases négatives, je vais pas y arriver, puis ça c'est mon problème, il ne verra que le problème. Le fait de lui permettre de voir ce qu'il y a après, c'est-à-dire l'objectif, c'est ok, maintenant tu construis de quelle manière, qu'est-ce qui tu veux garder, qu'est-ce qui est efficace pour toi, et qu'est-ce qui l'est moins, qu'est-ce que tu veux bouger, est-ce qu'il y a des endroits sur lesquels tu veux travailler. Donc c'est une manière de tourner son esprit, que quand on a un échec, on le voit d'une manière positive. Et du coup, ça contredit l'échec positif. Tout le monde va dire oui, t'es bien mignon. Alors ça n'empêche pas la réaction du skieur. Bien sûr. Ça n'empêche pas l'émotion qui arrive et une déception. Ça n'empêche pas ça. Ça empêche que juste que ce qui se passe après, c'est ce que tu disais. Qu'est-ce qu'il va en faire de tout ça? Et c'est là que les grands sportifs et les grands athlètes, et ce qu'a mis en place donc cet athlète, le remet dans des conditions qui, lui-même le dit, se sent meilleur derrière de ce qu'il met en place. Ça veut, on verra bien s'il réussit ce qu'il veut réussir, mais en tout cas, il ressent une fierté d'accomplissement de ce qu'il est en train de faire. Donc du coup, il y a une valorisation de soi, il y a une augmentation de la confiance, et donc on bouscule l'échec en une mise en confiance et en action. Là, l'entraîneur, il a un rôle important à jouer dans l'accompagnement parce que ça permet justement d'accompagner et d'ouvrir, on va dire, l'optique. Et comme tu parles, de l'entraîneur, saisis le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que l'entraîneur peut être impacté de la même manière. Et donc, il peut être intéressant que l'entraîneur travaille avec la personne avec qui travaille l'athlète, donc ce qui s'est passé là, c'est-à-dire que les deux travaillent de la même façon sur comment relativiser ce qui vient de se passer et comment je peux tourner mon esprit également. L'entraîneur peut t'accompagner aussi de la même manière. Bien sûr. Ça me fait penser à, quand vous parlez de cet échec à Tony Estanguet qui, lors de sa tentative de troisième titre à Pékin, complètement l'échec, ça lui a permis de rebondir pour aller vers Londres et en remettant en cause tout ce qui... et en fait, ça a été une manière de rebondir sur ça. Alors, je vous posais la question à Jocelyn. Alors, par rapport à cette équipe, qu'est-ce que tu as fait par rapport à cette équipe-là qui... La spirale, on en était nous à la spirale infernale. Complètement. Et c'est avant tout remettre du sens à ce que l'on fait au quotidien
pour repartir et continuer à construire et qu'on n'est que sur le chemin. Le résultat immédiat, surtout quand on est en saison en sport collectif, bah, il y a une compétition qui est hebdomadaire, des fois 2 fois par semaine. Donc on était rendu à 13 matchs consécutifs où dans cette division-là, on perdait. Alors que dans l'autre division dans laquelle on joue, on était plutôt performant. Mais les joueurs focus uniquement sur le résultat. Donc nous, le travail en termes de staff, et avec le staff et pour le staff, c'est aussi de remettre du sens au quotidien de ce que l'on fait. Et nous, on est allé dans la simplification des choses, à tous les niveaux et pour tout le monde. Donc pour les joueurs, c'est d'essayer de les recentrer pendant la performance au point par point, puis 7 par 7, et pas être simplement sur la victoire ou la défaite à la fin. C'est de leur dire, et c'est un travail qu'on a fait individuellement, vous, dans vos capacités et vos compétences actuelles, où est-ce que vous vous sentez fort, techniquement, tactiquement, au service de l'équipe? Est-ce que j'ai un rôle de fédérateur, pour apaiser, pour motiver, pour secouer? Où est-ce que je me sens compétent et fort? Et de l'exprimer, de l'écrire. C'est même affiché dans notre vestiaire. Chaque joueur, quelque part, s'engage auprès du groupe de mettre en avant les compétences dans lesquelles il se sent fort, immédiatement et maintenant. C'est noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc, et tout le monde le voit. Donc ça veut dire que moi, en tant que personne, je m'engage à essayer de mettre en avant ces compétences-là au service de l'équipe. Donc ça, c'est un premier travail qu'on a fait, on va dire, individuellement. Collectivement, nous, le staff, on a essayé de simplifier les choses. Quand on prépare des rencontres, on fait des plans de jeu sur l'adversaire, sur nous, comment on va jouer pour essayer de faire déjouer et puis gagner, parce que le but du jeu, c'est quand même toujours de gagner. On n'y va pas en disant on va perdre et puis c'est pas grave, je suis d'accord avec toi. C'est que, voilà. Et donc on a simplifié les choses. On était sur un cycle où on travaillait avec les joueurs sur la constitution du plan de jeu. On les a soulagés de ça. On a simplifié. Et on a repris à notre compte la constitution, la restitution des plans de jeu, de manière à ce que ça leur enlève une charge et qu'on les recentre, eux, uniquement sur le jeu. Donc ça, c'était un autre travail qu'on a fait. Et enfin, on a aussi bien reprécisé que on est dans une forme de travail, on est au Pôle France, on est là pour travailler, on est là pour s'entraîner, pour progresser, et que cette division, comme tu l'évoquais tout à l'heure, est un petit peu trop dure pour nous. C'est ce fameux décalage qu'on essaie d'être le plus optimal, de l'avoir le plus optimal possible. Aujourd'hui, c'est un petit peu dur. On va essayer de se rapprocher des moments où on va basculer vers du gain de points, basculer vers du 27, et basculer vers du gain de match. Mais on a essayé de dédramatiser la situation en disant, la défaite, c'est pour nous. C'est notre responsabilité. Vous, votre responsabilité, c'est quoi? Les différentes compétences qu'on a évoquées, et collectivement d'être intense. On leur a demandé juste ça, de chercher à être intense tout le temps. Et que derrière, les choses arriveront si elles doivent arriver. Mais sur quoi je me concentre ici, maintenant? Et elles sont arrivées. Et finalement, elles sont arrivées. Alors après, ce qui est compliqué de se dire, c'est grâce à quoi? On ne le sait pas finalement. Mais c'est plein de petites choses qui se mettent en place. Et peut-être aussi des petites mésaventures individuelles, ou mésaventures ou projets individuels qui se mettent en place. Par exemple, notre capitaine, à cette même période-là, il s'est décidé pour son futur. Il a signé pour un contrat pour l'année prochaine. Ça l'a aussi quelque part soulagé, et ça l'a mis dans une posture, ça l'a relâché. Ça lui a permis de mieux vivre aussi le moment présent et de moins être focus sur des choses qui sans doute lui prenaient la tête, quoi. Ça veut dire en fait, bon, il n'y a pas que ce qui se passe dans le match, mais ce qui se passe aussi dans le contexte autour du joueur, autour du compétiteur, qui impacte. Comme disait Fabien tout à l'heure, l'environnement est aussi très prégnant, que ce soit les partenaires, soit la fédération, que ce soit des résultats qui engendrent derrière une qualification ou pas. Nous, c'est de se dire, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? À partir du moment où certains joueurs ils solutionnent ça, donc le projet s'éclaircit pour eux, ça les soulage d'un poids, et peut-être que ce petit poids-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, individuellement, collectivement, ça donne des solutions, et ça ouvre, et finalement, c'est peut-être ça qui fait que les planètes s'alignent, et qu'on arrive à gagner suffisamment de points pour gagner des sets, et puis 3 sets pour gagner un match. C'est ce qui s'est passé dernièrement, effectivement. Et alors, Julie, est-ce que tu peux rebondir par rapport à ce qu'a dit Jocelyn? Oui, c'est très important cette dimension-là, parce qu'en fait, pour un sportif de haut niveau, il est tellement engagé dans sa pratique qu'il est son sport et qu'il est son échec à un moment. Et donc, il y a aussi des remédiations qui veillent à ce que l'identité sportive ne soit pas confondue avec l'identité tout court
et de comment je crée un équilibre dans mon engagement sportif, ce qui permet de relativiser les enjeux. Et ce qui peut très bien fonctionner dans ce contexte-là. Alors, dans le cadre du slalom, là, je pense qu'on est dans des situations tellement aiguës que c'est pas forcément des relations très efficaces, mais en tout cas, dans la carrière du sportif, dans ses développements, c'est des choses qui sont très importantes. Et aussi, bon, il y a la vie sportive, il y a la vie professionnelle ou estudiantine, et puis il y a la vie personnelle. Ça, c'est trois. Souvent, on se dévalorise sur les trois, alors que, voilà, déjà, il n'y a pas besoin de se dévaloriser sur le plan, mais on impacte les trois, et les trois impactent la performance. Pour aller plus loin sur on va dire, ce triple projet, on passera la parole. Oui, mais je vais la donner directement à Fabien, parce que l'accompagnement du triple projet est une remédiation importante de l'impact des échecs dans la vie du sportif. Et l'expérience que tu développes avec Freeze, Freeze ton projet. C'est intéressant, et ça part de prendre en compte les trois projets. C'est ça. En fait, quand il y a une zone de flou, c'est ce qu'on pourrait penser, le capitaine, il a clarifié ce qui allait passer pour lui, et donc du coup ça amène quoi? Ça amène de la sérénité pour lui, ça amène de la confiance, il sait où il va, et donc il peut être pleinement présent, puisque il sait que la suite elle est déjà en place. Quand il y a une zone de flou et que cette zone elle est importante et qu'elle est proche, elle peut ramener de l'instabilité, il y a un déséquilibre dans l'athlète puisqu'il est ailleurs en fait, il a cette zone de flou qu'il a besoin de combler, peut-être en réflexion, que ce soit sur le plan perso, que ce soit sur le plan professionnel, ou si les deux sont liés, c'est professionnel, c'est sportif, et ben à ce moment-là, ça peut venir enrayer un petit peu la motivation et en tout cas la pleine confiance de ce joueur. Et donc l'outil sert à ça. Il sert à la fois à se projeter sur du court terme, mais aussi sur du très long terme, et dans les trois champs, c'est-à-dire le projet sportif, le projet pro, le projet perso, pour mettre une sorte de clarté qui soit écrite, qui soit posée par le sportif, et non pas par l'entraîneur ou par le système en lien avec une pensée qui pourrait venir parasiter un petit peu la pensée du sportif. C'est lui-même qui l'a construit. C'est une autodétermination de ces trois voies, où il va placer les curseurs, et il va, en même temps, ça va instaurer une confiance en sa vie, en fait, et ne pas croire que la confiance elle s'évanouit parce que j'ai eu cet échec-là. C'est ça. Et aussi que sa vie, c'est lui qui a la main. C'est pas le système, c'est pas le contexte, c'est pas les résultats, c'est lui qui a la main sur sa vie. Et donc sur ces trois frises, c'est lui qui va bouger sa frise comme il en a envie, comme il le souhaite, comme il le sent, en fonction de ce qu'il vit, de nos étapes d'apprentissage, de ce qu'on parcourt en fait. Donc c'est vrai que cette projection future, elle peut faire peur en disant mais on ne peut pas savoir ce que sera fait demain, ok, mais quand même, quand on se prépare à un événement, on balise, les sportifs le font tous, on prépare le match. J'ai un plan. J'ai un plan pour après. Voilà. Et donc, avoir un plan qui soit clair et avoir après ces prochains, ce qui va se passer l'année prochaine, mais l'année d'après, met de la stabilité dans chacun de nous et nous amène à bouger davantage. Plutôt que c'est qu'une évaluation à un instant T, c'est pas forcément la finalité. Alors c'est sûr, quand on fait les Jeux Olympiques, qu'on est plutôt en fin de carrière, cette espèce d'apothéose qu'a vécu le skieur, c'est peut-être un petit peu différent de quand on travaille avec des jeunes et quand on est dans la phase de construction de l'athlète. Et souvent, ils ont l'impression que l'échec sur le moment remet en cause ce qu'ils sont. Et moi, j'aime bien leur dire que ça remet pas en cause ce que tu es, ça remet en cause peut-être ce que tu as fait à ce moment-là. Mais c'est juste faire, c'est l'acte. Et je trouve que c'est important de se recentrer sur les actes, parce que ça veut dire que c'est se recentrer sur les choses sur lesquelles on a un pouvoir et on peut faire quelque chose. Et voilà, ça fait résonance ce que tu dis, parce que c'est vraiment ça qui est important. Sur quoi je peux agir, et je me concentre sur les choses sur lesquelles je peux avoir une action. Et on pourrait, au travers même des Jeux Olympiques, pour ce Norvégien, se poser la question, si c'est ces derniers Jeux, qu'est-ce qu'il avait prévu de faire après ces Jeux-là? Comment il voulait fructifier peut-être toute cette expérience? Est-ce qu'il a déjà travaillé sur ce projet-là? Ou est-ce que c'est comme ça qu'il va se reconstruire aussi? Et donc la frise, elle sert à ça. Elle sert à ce que le projet, quel que soit l'événement, elle sert à se servir de l'événement pour aller encore après, puis encore après, puis encore après. Il n'y a pas de... J'ai un plan pour vie. En tout cas, pour ce skieur, il est jeune, donc voilà. Mais il y a des skieurs ou des sportifs qui savent que c'est leur dernière compétition et qui n'ont
pas préparer l'avenir, c'est leur mettre la pression Yes. et augmenter la chance d'échec. Parce que, voilà, derrière, d'où l'intérêt De l'après-carrière. de l'après-carrière. Quand ils parlent de leur petite mort, même, tu vois, ça va Voilà, je sais, jusque-là, oui, tu oui, vois. oui. Mais la petite mort, elle s'accompagne. Bien Elle sûr, se prépare. elle se prépare. Pour compléter sur les remédiations, euh, ce qui est aussi très important dans la carrière du sportif, c'est justement d'être confronté aux situations d'échec. C'est quand même, c'est exactement ce que vous faites. Alors, ça les met dans le dur, effectivement, mais si c'est bien accompagné, ça devrait, enfin, ça peut très bien se passer. Et c'est quand même un facteur important. On peut pas, si certains y arrivent, mais être résilient, être capable d'affronter les échecs, c'est une compétence à part entière pour un sportif. Et pour un sportif de haut niveau, pour un champion, c'est une vraie compétence. Et donc, il faut qu'il puisse l'apprendre, ça. Ça fait vraiment partie de nous, même de nos méthodes pédagogiques. Quand on parle d'essai-erreur, c'est vraiment quelque chose qu'on emploie au quotidien et dans lequel on baigne parce que on leur dit aussi aux athlètes, trompez-vous souvent, trompez-vous pleinement, complètement, allez au bout de votre erreur pour bien comprendre pourquoi. Si jamais je fais les choses à moitié, je ne sais pas si je me trompe à moitié ou si je réussis à moitié. Je me trompe complètement et au moins ça me donne un chemin. Et un des risques de refuser d'être confronté à ça, c'est ce qu'on disait ce matin, c'est se mettre un petit peu en dedans, de ne plus être dans la bonne intensité de pratique, de ne pas être dans les bonnes vitesses, de ne pas être dans les bons rythmes, parce qu'on refuse de faire la faute. Or, en faisant ça, on ne progresse pas. Conservons la bonne intensité, être à fond tout le temps dans les tâches qui sont demandées, dans la bonne intensité de la tâche qui est demandée, de manière à pouvoir vivre la tâche vraiment et que l'erreur serve à la construction. Et que l'évaluation soit pleine. Parce que si on a fait à moitié, on ne sait pas d'où ça vient. Oui. Donc là, si on l'a bien joué, eh bien, on peut mieux évaluer ce qu'on a fait. Et l'erreur et l'échec dans l'évaluation n'est pas définitive. C'est au contraire, j'apprends. J'apprends de ça pour savoir vers où aller ensuite, quoi. Moi, j'aime bien utiliser, je vais parler des publics plus jeunes, dès les premières pratiques, par exemple, modifier certaines phrases, par exemple, quand le jeune dit j'y arrive pas, comment on peut la changer, cette phrase, en positif? On pourrait dire, comment tu comptes t'y prendre? Qu'est-ce que je pourrais essayer? Voilà, ça parle de ça. Et quand on tourne déjà sa phrase, alors que le jeune va répéter sans arrêt, je n'y arrive pas. Et quand il fait ça, il fait quoi? Il se bloque sur le problème. Il n'est pas dans la solution. Et donc déjà, on peut construire ça avec n'importe quel niveau, et même dans la vie de tous les jours. Oui, c'est plus large que le sport. Dans le management, c'est des questions qui se posent totalement. Complètement. C'est pour ça que ça construit complètement l'individu. Et de n'être focalisé que sur le résultat de l'action, c'est-à-dire l'échec ou la réussite, ça ne met pas en perspective et ça ne met pas suffisamment en avant le chemin qu'il faut emprunter pour aller au résultat. Et nous, les entraîneurs, on essaie d'être énormément sur le chemin. Et ce chemin-là, le construire avec, fait qu'à la fin, je réussis ou je rate, mais je suis sur un nouveau chemin qui m'emmène encore vers autre chose. Et donc là, c'est là où tout le travail que tu fais autour de l'accompagnement de la performance et de la frise prend tout son sens, parce que ça te donne des perspectives. Et ça peut être fait au niveau micro, au niveau macro, et à des horizons qui sont plus grands. Ce qui est sûr, c'est que là, on parlait de haut niveau, mais tu fais bien de ramener, c'est qu'à tous les niveaux, l'entraîneur, le parent, il a son rôle à jouer et ne pas attendre le classement, le résultat, mais montrer le chemin et que c'est une construction, c'est une co-construction avec les parents, avec l'entraîneur, avec le contexte, et ça s'arrête pas là. Et le chemin, la métaphore du chemin, avec les ponts à passer, avec les guets, avec les sauts, et des fois les petits ravins, ça fait partie du cheminement du sportif. Et au milieu de ce chemin, il y a des passages qui sont la compétition. Et ces compétitions-là servent aussi d'évaluation, où j'en suis aujourd'hui dans ma pratique, où j'en suis aujourd'hui dans mon chemin. Est-ce que je prends ou pas la bonne route? Et puis après, ça nous permet, nous les entraîneurs, de pouvoir, au contraire, retravailler sur un nouveau parcours. Et ça reste qu'une évaluation à un moment. Alors l'évaluation, c'est vrai que quand on est dans un milieu professionnel, c'est le moment où on est regardé, parce qu'on est aussi évalué par son environnement, je l'évoquais tout à l'heure, les futurs clubs, les partenaires, les adversaires, le public. Et c'est vrai que c'est des moments qui sont phares dans la vie d'un athlète. Mais c'est pas ce qui doit définir la personne et l'individu. C'est des moments de passage. Un dernier mot, Oui, ça me fait aussi penser à l'impact que peut avoir l'environnement plus large, ce qu'on va dire aux gens.
à leurs échecs, de considérer qu'un échec est inadmissible, alors que ben non, c'est du sport, donc toujours toucher, hein, ça peut tout glisser. Il y a des adversaires des fois qui jouent mieux. Et qui sont meilleurs. Complètement. Et ça c'est normal. Donc il y a aussi ce travail de relativisation et de reformulation pour soi par rapport à ce qui est envoyé par les réseaux, par la presse, par l'entourage direct, par le club, par les amis parfois, par les parents parfois, enfin tout ce travail-là. Par le statut. C'est quelque chose qui est souvent remis. Pourtant, je suis champion, machin, suis la notion de statut, et je trouve que les réseaux sociaux amplifient encore ce phénomène de statut. C'est un combat un peu de tous les jours aussi. Ça. Alors, un petit message peut-être pour les entraîneurs, ce serait, on a parlé beaucoup de la communication, de ne pas oublier que notre regard, notre manière de bouger, notre manière d'agir, parle des fois beaucoup plus que rien que des mots. Donc, quand je parlais de pensée positive, peut-être déjà se l'appliquer à soi-même, mais aussi après le communiquer, l'exprimer par son propre exemple d'entraîneur, exactement, son langage non verbal, exactement, et ce qu'on veut faire passer aussi au contexte. Exactement. Nous-mêmes, on peut renvoyer du positif à la personne pour qu'elle-même se construise et aille vers ce que disait Jocelyn, vers le résultat par la suite, le chemin qui lui convient. En tout cas, merci, les membres des Mématos du Creps aujourd'hui présents. Merci à tous ceux qui ont participé. Donc, si vous voulez nous aider, il y a une enquête de satisfaction. Vous pouvez la remplir pour qu'on s'améliore.